Bonjour à tous. Donc, on va faire cette DE. Notre objectif est clair. Il s'agit de finir cette DE aujourd'hui. Puisque, je vous rappelle le programme. Le programme, c'est que vous avez 4 DE. On en a déjà fait une la semaine dernière, jusqu'à la première interro qui a lieu le 10 novembre, on est d'accord? Et se trouvera au programme de cet interro du 10 novembre les DE1 et les DE2. Donc aujourd'hui on va finir la DE1 et comme ça il nous restera 2 séances pour faire la DE2. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres directions d'études dans lesquelles ils sont un peu en retard. Bon, donc ne soyons pas trop en retard et essayons d'avancer de cette manière-là. Alors, en fait, on avait déjà complété ce tableau, mais comme il paraît que la répétition est une vertu pédagogique, je vous propose de éventuellement de recompléter, de refaire un petit peu ce qu'on a fait pour que les choses soient bien claires. Bon, donc dans les données de l'exercice, on nous donne des taux de croissance annuels. D'accord? On nous donne des taux de croissance annuels. Ces taux de croissance annuels sont variables dans le temps. On est d'accord que le moins 3,14%, c'est ce qui se passe entre l'année 2008 et l'année 2009, etc., etc. La question qu'on nous pose, à la question 2, en fait, elle est très ardue, la question 2. C'est une seule question, mais elle est plutôt difficile. Et elle nous permet de faire tout l'exercice, en fait. Donc il faut y consacrer un peu de temps pour bien la comprendre. Dans la question 2, ce qu'on nous propose, c'est de calculer la valeur des indices du PIB base 100 en 2010 pour chaque une des années du tableau. Alors d'abord, c'est quoi calculer l'indice de l'année N, d'une année N, en base 100 2010? Je le note comme ceci. C'est simplement rapporter le PIB de l'année N, le diviser par le PIB de l'année 2010 et le multiplier par 100. C'est ça. C'est le calcul qu'on nous demande de faire. Le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas ce PIB. On n'a pas le PIB de l'année N, on n'a pas le PIB de 2010, puisqu'on nous a fourni comme unique renseignement ce qui est en haut, c'est-à-dire les taux de croissance. Donc, on ne peut pas accéder directement au résultat. Donc, pour accéder au résultat, il faut être un peu plus rusé. Il faut procéder par étapes. La première étape, ces étapes, elles sont indiquées dans le tableau qui est en dessous. La première étape, ça serait de calculer l'indice base 100 année précédente. La base 100, vous pouvez calculer l'indice par rapport à l'année précédente. Donc, typiquement, vous voyez que en 2007, on n'a aucune information sur ce qui s'est passé entre 2007 et 2008. De toute façon, on ne peut pas calculer l'indice base 100 année précédente, puisqu'on n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre 2007 et 2008. Donc, la première colonne sur cette première ligne ne peut pas être calculée. Et ensuite, on peut faire les calculs. L'indice base 100 2009, année précédente, c'est quoi? Ça fait combien? On l'a fait la semaine dernière. Comment a-t-on obtenu ce résultat? Donc je l'écris, c'est 87,86. Effectivement, c'est quoi? C'est simple. Vous voyez que entre 2008 et 2009, le PIB a baissé de 3,14%. C'est-à-dire que lorsqu'il valait 100 en 2008, il vaut 100 moins 3,14 en 2009. C'est-à-dire exactement 87,84. Comment? Ah, 87,86. Bon, ça commence. Hein. Merci de me corriger parce que je suis des fois tête en l'air. Donc, on a calculé l'indice base 100 2009 à l'année précédente. Évidemment, en 2010, on peut faire le même calcul. Entre 2009 et 2010, le PIB a augmenté de 1,72%. Ça veut donc dire que l'indice base 100 année précédente est de combien? 101,72. Le PIB, tout se passe comme si il était passé de 100 à 101
72. C'est ça, ajouter 1,72%. On est d'accord? Je peux continuer à faire ça. 2011, entre 2011 et 2010, ça fait combien? 102,03, parce que ça a augmenté de 2,03%. En 2012, alors attention, parce que là, l'augmentation est quasi insignifiante, elle est presque nulle, mais on nous donne le résultat à deux chiffres après la virgule, ça fait 100,01, d'accord? Donc on a bien ajouté 0,01 à 100. Et puis la dernière année, c'est 100,21. Puisque ça fait 0,21%. Étape suivante. L'étape suivante. J'essaie de réduire un peu le truc là. Voilà. Il y a des moments où il faut un peu disparaître. L'étape suivante, on va faire ensuite, ça c'était un indice base 100 année précédente. Maintenant, vous voyez bien que les indices se cumulent. Autrement dit, je peux, à partir de ces indices année après année, calculer un indice base 100 en prenant comme référence la première année. C'est-à-dire, je fais comme si le PIB valait 100 en 2008. En fait, je ne sais pas combien il vaut, mais c'est ça calculé en base 100. Je ne sais pas combien il vaut, je mets 100. Précisément, ça sert à ça. Et ensuite, je vais regarder comment ça se développe par rapport à 100. L'année suivante, indice base 100 année 2008 en 2009, ça vaut combien? 96,86. Bien sûr, puisque on l'a déjà calculé. C'est ce qu'on avait calculé à la ligne précédente. Puisque il se trouve que l'année précédente à 2009, c'est 2008. Donc ça marche bien. Plus dur, en 2010, ça vaut combien? Alors comment on obtient ce résultat? Vous voyez que pour faire ça, il nous faut cumuler les indices. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2010? Entre 2008 et 2010, il y a d'abord le PIB qui a été multiplié par 0,96 entre 2008 et 2009. C'est ça 96,86. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur qui s'applique entre 2008 et 2009 est de 0,9686. On est bien d'accord? Et l'année suivante, il a été multiplié par 1,0172. Et donc, les indices se cumulent. Et ils se cumulent en multipliant des multiplicateurs. Les multiplicateurs, eux, ce sont des indices divisés par 100. Donc je prends l'indice 87,86, je le divise par 100, et je multiplie, ça fait un coefficient multiplicateur qui nous indique dans quelle proportion ça a évolué. Ça a été multiplié par 0,9686. L'année suivante, ça a été multiplié par 101,72 divisé par 100, par 1,0172. Et si je fais le produit de ces deux-là, j'ai l'évolution globale entre 2008 et 2009. 2008-2009, puis 2009-2010. Et ça nous donne combien? 98,52. Alors en fait, ça nous donne 0,9852 ce produit. D'accord? Et ensuite, si je veux voir un indice, eh ben, il faut multiplier ça par 100. Et donc j'obtiens 98,52. On est d'accord, c'est assez logique, vous voyez, il y a eu une baisse de 3,14%, donc qui est quand même assez forte. Et après, ça a repris, mais ça ne nous a pas repris pour nous ramener à 100. Ça a baissé, on n'a pas encore regagné le terrain perdu. L'année suivante, ça augmente de 0,203. De 2,03%. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement la même manœuvre. On continue à cumuler. Et pour cumuler, d'accord, on reprend le 0,9852 et on le multiplie par combien? Par 1,0203. Puisque c'est le coefficient multiplicateur qui va nous permettre de passer à l'année suivante. Ça fait combien ça? 100,51. Donc ça fait 1,051. Et quand vous le passez en indice, ça fait 100,51. Ok? Ensuite, évidemment, je continue cette même chose. Là, je vais multiplier par quoi? Je vais multiplier par ce qui s'est passé entre 2011 et 2012. Donc je vais multiplier par 1,0001. Bon, c'est presque multiplié par 1, d'accord? Mais ça nous fait du 100, combien? 52. Ça fait du 1,0052. Donc ça a un tout petit peu augmenté. Et si je multiplie par 100, ça fait du 100,52. Un petit peu augmenté, c'est passé de 100,51 à 100,52. Ça ne change pas grand-chose, on est d'accord. Et puis le dernier, vous prenez le dernier, celui-là, que j'ai écrit là parce que j'ai plus de place, je me suis mal pris.
il faut prendre le 100,21. 100,21, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,021. D'accord? Si je fais cette opération, j'ai trouvé combien? Voilà, 100,73, 1,0073, c'est-à-dire 100,73. Donc, en faisant ce calcul, je suis parvenu à calculer l'indice base 100 à l'année de base 2008. Maintenant, il faut répondre à la question. La question, c'est calculer la valeur de l'indice du PIB, non pas base 100 en 2010, mais base 100 en 2008. Donc pour ça, il faut faire un calcul redoutable qu'on appelle un changement de base. Donc on va faire un changement de base. Donc le changement de base, c'est passer d'une base 100 2008 à une base 100 2010. Toujours pour toutes les mêmes années. Donc une base 100 2010, déjà il y a une première colonne qu'on peut remplir très facilement. C'est qu'on va se positionner comme si le PIB valait 100 en 2010. D'accord? Comme s'il valait 100 en 2010. Donc comment fait-on pour faire ce changement de base? Là où le PIB valait 100, valait 98,52, il vaut 100. D'accord? Donc si je veux calculer les bases des autres années, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser tous les autres chiffres qui sont au-dessus par 98,52 et je vais multiplier par 100. C'est pas plus compliqué. Vous avez un truc. Je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle une règle de 3. Peut-être je mets ça comme ça. Vous avez un truc qui vaut 100 et qui vaut 98,52. D'accord? Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer pour les autres années. Donc ça, c'est un indice base 100 2010, d'accord? Ok? Et on sait que ça correspond à l'indice, enfin, on nous demande de calculer un indice base 100 2010, et ce qu'on a, c'est un indice base 100 2008. Vous faites simplement une règle de 3. L'indice base 100 2010 de l'année, je divise par 100, parce que je ne dois jamais raisonner en termes d'indice directement, je préfère raisonner en termes de coefficient multiplicateur. Ça passe de 1 à 0,9852. Donc quand on va passer de 1 à 0,9852, on va appliquer le même traitement pour en déduire l'indice base 100 en 2010. Et donc, quel traitement va-t-on appliquer? On va le diviser par combien? Par 98,52. Donc, on va simplement le diviser par 98,52. Donc, l'indice de l'année machin quelconque n par rapport à 2010, puisque c'est ça, c'est l'indice de l'année n par rapport à 2008, divisé par 98,52, d'accord, multiplié par 100. C'est juste une règle de 3. Regardez pour mieux vous en convaincre. J'ai un peu du mal à l'expliquer, je dois dire. Parce que j'ai du mal à expliquer la règle de 3, en fait. C'est le problème. Regardez ce tableau. Là, c'est linéaire. Là où ça vaut 98,52, ça vaut 100. Donc, l'opération que je fais, c'est que je divise 98,52 par 98,52 et je multiplie par 100. C'est comme ça que je change la base, quoi. J'ai une base 100. Et je fais exactement pareil ici. Je fais 96,86, je la rapporte au PIB de l'année 2010, je multiplie par 100. Et j'obtiens le résultat que je cherche, à savoir, combien vous dites? Non, moi je trouve 98,31, je suis d'accord avec monsieur. Et vous trouvez 98,31. Ah, c'est bon, je l'ai refait, mais après je vais vous le faire sur Excel, vous allez voir, on va monter d'un grade. Donc, vous comprenez, c'est juste dire, là, on faisait comme si le PIB de référence c'était l'année 2010, 98,52. Maintenant on dit, mais non, c'est plus... L'année de référence c'est 2010, et donc le PIB, on va dire qu'il vaut 100 en 98,52. Donc il faut tout diviser par 98,52, c'est la base à laquelle on se rapporte. Et multiplier par 100.
Donc, de la même manière ici, on va faire 100 divisé par 98,52 multiplié par 100. Ça fait combien? 101,50. Là, on va faire combien? On va prendre 100,51 et on va le diviser par 98,52 et on va le multiplier par 100. Ok? Ça nous donne combien? 102,03. On vérifie que notre résultat est juste parce que vous voyez que ce 102,03 c'est le même que celui qui est dans la première ligne. C'est pas étonnant puisque là on a calculé l'indice base 100 2010 en 2011 et là aussi on a calculé l'indice base 100 2010 en 2011 puisque on l'avait fait année précédente. Donc heureusement qu'on trouve la même chose, sinon ça serait assez embêtant. D'accord? Là on peut encore faire la même chose, on trouve combien? On prend 100,52, on le divise par 98,52 et on trouve 102,2, 2,03, d'accord? Et là, on trouve combien? On prend 100,73, on divise par 98,52 et on trouve 102,1,24. Bon, c'est un peu débile comme calcul. Enfin, quand on l'a fait une fois, deux fois, on peut le faire 5 fois. Donc, pour ça, on a inventé un truc qui s'appelle Excel et les tableurs. C'est quand même beaucoup mieux que utiliser ce genre de choses. Vous prenez Excel, d'accord? Regardez ce que j'ai fait. Le tableau que je mets, c'est le premier tableau qui est là. D'accord? Base 100, année précédente. Je vais compléter le tableau. D'accord? Donc, j'ai complété le tableau, j'ai fait les calculs avec mon tableau. Base 100, année précédente, j'ai mis les chiffres tels qu'on les a reportés, d'accord? 96, 86, 101, 72, 102,3, etc. Quand je veux faire base 100, 2008, qu'est-ce que je fais? Je le refais en direct, pour vous montrer que ce n'est pas du bluff. D'accord? Qu'est-ce que je fais? L'opération que j'ai faite, c'est que j'ai mis 100 en 2008, d'accord? Et pour obtenir le résultat, je multiplie ce qui se passe l'année précédente, 100, je le multiplie par quoi? Je le multiplie par ceci, divisé par 100. Ok? En faisant ça, j'ai bien fait la case précédente, 100, multiplié par la case au-dessus, divisé par 100. J'ai appliqué le quotient multiplicateur. Je le fais, je trouve le résultat. Vous voyez que ce même calcul, je le fais sur chaque ligne, puisque à la ligne suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le coefficient d'avant, 96, 86, et je vais le multiplier par 101, 72. Comment? Non mais, d'accord, mais pour obtenir la base 2010, il faut que je refasse tout le tableau, d'accord? Je ne peux pas trouver la solution sans faire des étapes. Quand je ne vois pas, il n'y a pas de solution, je ne vais pas regarder la correction du DE, mais je ne vois pas comment je peux faire autrement. Donc je refais tout le raisonnement, cette fois sur Excel. Donc cette formule, vous pouvez la recopier. Vous pouvez prendre 96, 86, et vous allez le multiplier par quoi? Par 1,0172. Donc la formule telle qu'elle est là, vous voyez que je peux la recopier, c'est B7 multiplié par C6 divisé par 100. Si je la recopie à côté, ça va faire C7 multiplié par D6 divisé par 100. C'est exactement ce que je veux. Donc la formule, je peux la recopier. Pour la recopier, je fais CTRL-C, CTRL-V, et je rentre, et je trouve tous mes coefficients. Ok? Après, vous pouvez mettre autant de chiffres que vous voulez après la virgule. D'accord? Ça, c'est un peu... c'est une question... vous voyez, on peut réduire un peu le nombre de chiffres après la virgule, parce que ça ne sert à rien d'en avoir autant. On peut en ajouter aussi. Hein. Pour ça, il faut que j'appuie là sur le nombre de chiffres. C'est bien ce qu'on a trouvé. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on doit trouver l'indice base 100 2010. Comment je fais? Comment je fais? Je fais mon changement de base. Changement de base, je vais prendre l'indice de 2008, je vais le diviser, donc je fais diviser par la valeur en 2010, et je le multiplie par 100. Et j'obtiens ce résultat. C'est bien le résultat qu'on avait. Maintenant, cette formule, je voudrais la recopier. Qu'est-ce que je dois faire pour la recopier?
Il faut faire attention parce que à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le chiffre du dessus et je le divise par la valeur en 2010, c'est-à-dire 98,53 ou 98,52, je ne sais pas si c'est 52 ou 53, mais le nom c'est 53 d'après Excel. Excel fait bien les calculs. D'accord? Mais vous voyez que là, quand je fais cette division, je veux figer pour que ce soit toujours divisé par la colonne D. Qu'est-ce que je mets? $1. Ça me donne évidemment le même résultat, mais cette fois, je peux la recopier, et quand je vais la recopier, le D ne va pas bouger. Donc c'est ce que je fais. CTRL-C. Merde. CTRL-V. OK. C'est exactement ce qu'on nous a demandé de faire. Après les lignes en dessous, c'est pour les questions suivantes. D'accord? Donc, on a trouvé ces solutions-là. Donc ça doit être juste, et ça doit être la même chose que ce qu'on a fait. C'est pas la même chose? Ça change tout. Ouais. Ah, c'est pas moi qui l'ai mis. Non mais... Ah, là, vous voulez dire là? Ben regardez, ça c'est la magie d'Excel. Je me suis trompé, parce que je fais ça trop vite, je vais pas passer 2 heures de ma vie à faire ça, d'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est que, vous avez raison, il fallait me le dire, je mets 102,03. Et si je le rentre, magie, ça va tout modifier sans que j'ai rien à refaire. Parce que j'ai tout mis en formule. Donc si je le rentre, je me suis trompé, désolé, c'était 102,03, d'accord? C'était 2,03%, c'est ça, hein? Donc j'ai fait cette erreur. C'est bien ça, hein, j'ai fait cette erreur? Ok? Tous les chiffres sont modifiés, et cette fois, ça doit être bon, non? Ok. Bon, donc ça vous montre l'utilité d'Excel, parce que si je me suis trompé au 102,03, je le change, et ça me change tout mon tableau, et tout est juste. D'accord? Donc je suis désolé, d'ailleurs, j'ai fait la même faute sur mon truc, bon ça arrive, hein. Bataille. Comment ça, c'est pas bon? Bah si c'est pas bon, c'est qu'on s'est trompé ailleurs. Où c'est qu'on s'est trompé? Comment? Non, non, attendez, les arrondis d'Excel sont incontestables. Excel, on peut lui demander Excel, on peut lui demander le bon nombre d'arrondis. Ah ouais, sauf que quand je fais toutes les cases par toutes les cases, ça ne marche pas. Voilà. D'accord? Ok? C'est pas juste? Comment? Où ça, à quel endroit? On s'en fout, c'est parce que... Pourquoi c'est faux? Ou pourquoi c'est juste? Le calcul tel qu'on l'a fait par Excel, c'est le bon calcul. Comment? C'est une bonne question. Peut-être que je me suis trompé. Regardez comment j'ai fait la ligne. 2008. Ah bah oui. Non, dans la ligne 2008, j'ai pas oublié le dollar. S'il vous plaît, un peu de concentration. Un peu de concentration. Comment j'ai calculé la ligne 2008? Je prends la valeur à côté, B7, d'accord? Elle est là. Et je la multiplie par le coefficient au-dessus, C6, divisé par 100. Donc pour le premier, ça marche. On est d'accord? Pour le deuxième, je prends la valeur du 96-86 de l'année précédente, et je le multiplie par quoi? Je le multiplie par D6 divisé par 100. C'est juste. J'ai pas besoin de mettre de dollars. Parce que vous voyez qu'au fur et à mesure que je me déplace, c'est juste. Et ça, je le fais à chaque fois. Donc ce résultat-là, il est nécessairement juste. Donc après, c'est pas le résultat que je trouve, c'est ça. Mais à quel niveau?
Montrez-moi à quel endroit, levez-vous et montrez-moi à quel endroit il y a l'erreur. Mais levez-vous, montrez-le-moi. Lequel? Cette case-là? Celle-là? Non, celle-là? Ben oui, mais c'est parce que c'est tout simplement parce que je l'ai calculé avec 102,3 et pas avec 1,0,2. Je l'ai calculé avec 1,0,23 et pas avec 1,0,203. Donc j'ai fait la même erreur. D'accord? Il me semble que c'est ça. Donc les bons résultats, c'est ceux-là. Vous voyez, c'est là où c'est stupide de faire des calculs avec des chiffres comme ça. Parce qu'évidemment, vous pouvez toujours faire une erreur, vous oubliez un 0, et alors, du coup, tout est faux en série. Quand vous le faites sur Excel, il n'y a pas de faute, et tous les calculs sont justes. Donc c'est les calculs qui font foi. Bon, donc je le sauve ça. Je le sauve parce qu'on s'en servira. D'accord? Mais là, normalement, j'ai mis 102,03, là j'ai mis 1,0203. C'est ça qui est faux là. Ça c'est faux, etc. D'accord? Ben, vous le corrigez. Ok. Sachant que le PIB s'élevait à 1936 milliards en 2010. Déterminez quelle valeur il vaut en 2009 et 2013. Comment vous faites pour faire ça? On nous dit le PIB. Le PIB en combien? En 2009, il vaut combien? C'est en 2009? 2010. 1936 milliards. Et on nous demande de calculer le PIB en 2000 combien? 2009. Comment vous faites? Vous prenez les 1936 et vous les multipliez par quoi? Par l'indice de 2009 base 100 2010 divisé par 100. D'accord? C'est ça le résultat. Et vous trouvez combien? « 1903,20 combien? 28. Ensuite, il faut le faire pour quelle année? 2013. Vous prenez le PIB en 2009, en 2010, et vous le multipliez par quoi? Par l'indice 2013 par rapport à 2010, divisé par 100. Vous trouvez combien? 1979,37. Donc, un indice divisé par 100, c'est juste le coefficient multiplicateur qu'il y a entre l'année 13 et 10. Donc, si vous avez le PIB en 2010, vous multipliez par le multiplicateur 13-10 et vous obtenez le PIB en 2013. D'accord? Ça donne quoi sur Excel? C'est ma dernière ligne. Ne regardez pas mon avant-dernière ligne, c'est la question suivante. Vous avez le PIB qui vaut 1936, d'accord, en 2011, en 2010, pardon, donc je le mets, je le rentre, 1936. Et si je veux avoir le PIB en 2009, je fais quoi comme opération? Je prends le PIB en 2010, c'est-à-dire D10, d'accord? Et je le multiplie par quoi? Je le multiplie par C8 divisé par 100. Parce que C8 divisé par 100, c'est tout simplement le coefficient multiplicateur entre l'année 9 et l'année 10. Ce même calcul, je peux le reproduire sur toutes les années. C'est pour ça que je mets un dollar ici.
Parce que à chaque fois, je vais multiplier 1936 par ce qu'il y a dans la même colonne, base 100 2010, divisé par 100. Donc quand je fais ce calcul, je mets le dollar devant le D pour figer à 1936 et que ce ne soit pas autre chose, et j'applique le calcul. Et donc normalement, on doit trouver le même résultat. C'est bien le même résultat ou pas? Que ce que vous m'avez dit? Parce que vous avez repris, parce que vous voyez, vous avez repris mon erreur de la semaine dernière. Bah oui, mais des élèves, c'est là pour corriger le professeur. Si vous croyez tout ce que dit le professeur à la virgule près ou zéro près, bah évidemment, comme il se trompe, on reproduit la même erreur autant de fois qu'il y a ça. Et est-ce que c'est important? Bah non. Le problème, c'est que c'est peut-être pas important, mais je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui vont penser que c'est important. Excel m'a permis de faire le calcul. OK? Donc le bon résultat, c'est combien? Le bon résultat, il est là. Donc c'est pas 1903,28, c'est combien? Ça fait combien? Vous l'avez pas noté? « 1900 combien? Sur Excel, bon ça c'est le même parce qu'on ne s'était pas trompé puisque le 102,03 il est après. C'est celui-là qui est faux. Celui-là il est juste. Là ça fait combien ça? C'était combien? 1964. Bon, c'est presque la même chose. Hein. Regardez le fichier Excel. Bah oui. C'est juste la conséquence d'avoir pensé que c'était 1,23% contre 1,023, c'est ça? Bon, je ne sais plus ce qu'on a fait comme erreur. Ah oui, c'est juste 1,230% versus 1,203%. Bah oui, ça a des conséquences. Hein. Ça a des conséquences. Bon allez, on a encore une dernière chance de ne pas se tromper. C'est la question suivante. À la question suivante, on nous dit déduire de la question 2 les indices base 100 en 2012 en effectuant un changement de base. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'indice, on nous dit trouver les indices base 100 en 2012. Donc on nous demande de calculer l'indice base 100 de l'année N en 2012. Et nous, ce qu'on a, c'est l'indice base 100 de l'année N en 2010. Donc comment on fait? On prend l'indice base 100 de l'année N en 2010 et on le divise par quoi? Par l'indice base 100 de l'année 2012 par rapport à 2010. Et on multiplie ça par 100. D'accord? Donc l'indice base 100 en 2010, c'était quoi? C'était 100. Ça faisait combien en 2009? En 2009, ça fait 98,31. D'accord? Ce qu'on avait trouvé. 100,40, ça c'est juste. Là, c'était pas 102,3, mais c'était 102,03. C'est là où je me suis trompé, d'accord? Du coup, le suivant, il est faux, ça fait 102,0 combien? 102,04. Ok? Et le dernier, c'est combien? C'est 102,24. 24. D'accord? Donc ça, c'est les bons résultats. J'espère. Hein. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas sûr? Pour être sûr, il faut regarder sur Excel. 102,25, 102,04, c'est 102,25. Hein. D'accord? Plutôt que 102,24.
c'est pas très grave. Ok? Donc là, c'est 102,25. Je vais avoir maintenant l'indice bas 100 en 2012. Comment je fais? 2012, c'est 100, d'accord? Et donc, ce que je dois faire à chaque fois, c'est à 102,04 correspond 100, d'accord? Et bien, regardons à combien correspond 102,25. À 102,25 correspond, ce que je cherche, 102,25 divisé par 102,04 multiplié par 100. Ça fait combien ça? J'ai simplement divisé, je dis à 102,04 correspond 100. C'est ça le changement de base. Donc à 102,25 va correspondre 102,25 divisé par 102,04 multiplié par 100. Ça fait combien? Tout à l'heure, je suis passé dans un petit magasin, j'ai acheté une calculette à 5 €. Non, c'est celle dont vous aurez besoin pour le partiel. Quoi. Sauf si on vous demande la racine cinquième. Mais là, c'est pas le cas. Donc 102,04 divisé par... Elle est trop petite, elle n'est pas bien la calculette que j'ai achetée. Ça fait 102,25 divisé par 102,04. Déjà, moi, je me suis trompé. J'ai fait l'inverse. Ça fait 102,25 divisé par 102,04. Ça fait 100,2058. On le savait, c'est 100,21 en fait. D'accord? De la même manière ici, je vais faire quoi? Je vais faire 102,03 divisé par 102,04 multiplié par 100. Ça fait combien ça? Ça va me faire du 99,99 et des miettes. D'accord? Là, ça va faire combien? Ça va faire 100 divisé par 102,04 multiplié par 100. Ça fait combien? 0 combien? 100 divisé par 102,4 multiplié par 100. Faites comme moi, faites-le. Ça fait 98, combien? 98,01. C'est logique. C'est inférieur à 100 parce qu'il y a eu la croissance entre les deux années. Là, ça fait combien? 98,31 divisé par 102,04 multiplié par 100. Ça fait combien? S'il vous plaît? 96, combien? 96,34. Et le dernier, c'est 101,40 divisé par 102,04 multiplié par 100. Ça fait combien? 99,37. Voilà le résultat. On a fait un changement de base. Quelle propriété des indices élémentaires? Alors franchement, c'est le genre de question que j'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi la propriété qu'on utilise? Ouais, c'est ça. La propriété, c'est la règle de 3. Donc, s'il fallait répondre sérieusement, on appelait ça la transférabilité, ce qui est quand même un bien grand mot pour désigner ça, et l'inversibilité. D'accord?
une autre manière de vous convaincre. L'indice de l'année N par rapport à 2012, c'est l'indice, c'est le PIB divisé par le PIB 2012 multiplié par 100. D'accord? C'est donc aussi le PIB de l'année N divisé par le PIB de l'année 2010 divisé par le PIB de l'année 2012 divisé par le PIB de l'année 2010, le tout multiplié par 100. D'accord? Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai divisé en haut et en bas par le PIB de l'année 2010. Donc ça veut bien dire que c'est bien l'indice de l'année N par rapport à 2010 divisé par 100. Quoi? Je vous donne une autre manière de répondre à la même question. D'accord? Je sais pas, moi, on appelle ça la transférabilité, vous appelez ça la règle de 3, vous avez raison. C'est la bonne manière d'appeler ça. Je vois pas très bien pourquoi on va définir des grandes propriétés pour dire des choses qui sont relativement évidentes. Un indice, c'est vous ramenez le PIB de N par rapport à 2012. Donc évidemment, qu'on peut toujours diviser par 2010 en haut et en bas. Et vous voyez qu'en faisant ça, on définit bien l'indice de l'année N par rapport à 2010, et c'est l'indice de l'année 2012 par rapport à 2010, le tout divisé par 100 et remultiplié par 100. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça donne sur Excel? Qu'est-ce que ça donne sur Excel? Ok. C'est cette ligne-là. La base 100 à 2012. Comment vous la calculez? Bah, en 2012, vous prenez le PIB, l'indice base 100 de l'année 2010, vous le divisez par lui-même, et vous le multipliez par 100. Ok? Maintenant, s'il vous plaît, un peu de concentration. Monsieur, soit vous faites des calculs sur votre portable, soit vous regardez Facebook. Ouais, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai, mademoiselle, à côté? Monsieur derrière, dites-moi, c'est vrai, c'est qu'il fait des calculs? Ça, c'est un problème de génération. Non, je peux vous dire que moi, avoir des gens en face de moi qui regardent leur portable, je trouve ça mais mal poli en fait. Sauf, ah non, très bien. Si vous faites des calculs, je trouve ça tout à fait bien. Je n'ai rien à dire. Mais j'avais un petit doute en vous regardant. Ah, très bien, bah, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est très bien, dans ce cas-là, je n'ai pas, c'était un procès d'intention. En fait, il faudrait que je mette une caméra à l'arrière pour vérifier ce que font les gens. Y compris avec leur ordinateur. Parce que vous devriez venir avec vos ordinateurs. Moi, ce que je voudrais, c'est des étudiants qui viennent avec leurs tablettes et qui viennent avec leur ordinateur. Pourquoi les étudiants de droit, ils viennent avec leurs ordinateurs pour noter tout ce que racontent les profs de droit d'accord? Ou ils pourraient les enregistrer et les écouter au dictaphone après. Là, vous avez des trucs à faire, c'est de l'action. Sinon, on va tous s'ennuyer, on s'ennuie tous. Moi, le premier. Si je fais un cours et que je commence à vous réciter les corrigés d'exercice, vous imaginez, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut être dans l'action. Donc, c'est bien que vous soyez dans l'action à faire des calculs. Donc, regardez, sur Excel, pour faire le changement de base, je considère l'année 2012. Évidemment, ma base, c'est de tout comparer à 102,04. D'accord? Donc, je compare, y compris ce qui se passe en 2012, je compare par rapport à 102,4. Mais évidemment, pour que cette cellule ait un intérêt, il faut qu'elle soit recopiable. Et pour qu'elle soit recopiable, qu'est-ce que je fais? Je mets un $. Évidemment, je trouve toujours 100. Mais vous voyez que maintenant,
Si je cherche à la recopier, je fais CTRL-C, CTRL-V, et j'ai trouvé normalement le même résultat que celui qu'on a trouvé. D'accord? OK? Et vous vérifiez que ça marche bien. Vous voyez ce que j'ai fait ici? C'est B8 qui est ici, divisé par 102,04. Donc j'ai fait le job. D'accord? On revient. On ne va pas réussir à finir le DE. Hein. Ça va être l'horreur. On revient à l'énoncé. On nous demande quel est le taux annuel moyen de variation du PIB entre 2008 et 2013. Taux de variation annuel moyen du PIB de 2008 à 2013. Comment on fait ce calcul? Il suffit juste de prendre le multiplicateur entre 13 et 8, de le mettre à la puissance combien? 1/5. Vous avez raison, il y a 5 variations, puisqu'il y a 5 taux de croissance. D'accord? Il y en a 5. Donc c'est à la puissance 1/5 moins 1. Et donc, le multiplicateur en question, c'est quelque chose qu'on a calculé. C'est l'indice base 100 2008 de l'année 2013. 1/5 moins 1. Et on trouve combien? 1965,03, ça risque pas d'être le taux de croissance, ça. Hein. Ah. Zéro. 55%. Vous êtes sûr? Ok. Donc vous avez tous trouvé ça? Ok. On va voir si on est d'accord avec monsieur. On retourne à Excel. Je l'ai mis là. D'accord? C'est ce calcul-là. TVAM. Ok? C'est quoi la formule? La formule, c'est je prends l'indice 2013 en base 100 2008, 100,74 725, c'est G7, je le divise par 100, pour que ce soit un coefficient multiplicateur, je le mets à la puissance chapeau, ça veut dire à la puissance, 0,2 c'est 1/5, moins 1, et je trouve, exactement comme votre camarade, si je mets le nombre de chiffres après la virgule qu'il faut, 0,1490, c'est ça que vous m'avez dit? Il y avait peut-être l'erreur qui n'avait pas été corrigée, et donc voilà. Bah oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Alors, attendez. Là, on m'a demandé quel est le TVAM. Et la réponse à cette question, c'est de tenir compte du fait que les indices ne s'additionnent pas, mais qu'ils se cumulent. Vous, peut-être que ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait la moyenne arithmétique. « 0,1455 » ou 0,1490 sur le fichier Excel. Le multiplicateur, enfin, c'est pareil, quand je viens de faire une correction, je ne vous apprends pas de tête. Je vais montrer dans Excel combien il valait, combien il vaut. Non mais, regardez pas, regardez votre fichier Excel. C'est là que c'est bien de venir avec l'ordinateur. Il vaut combien? Il vaut, combien on a dit? Non, mais ça on l'a calculé. Cet indice, il vaut
100,74 725. Donc c'est un coefficient multiplicateur de 1,0074 725 entre 2008 et 2013. Je le mets à la puissance 1 cinquième, je lui enlève 1 et j'obtiens le résultat. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'obtiens 0,1490. 0,9490, c'est G7 divisé par 100 à la puissance 0,2, 1 cinquième, moins 1. OK? Donc c'est plutôt 0,1490 que 0,1455. Mais j'ai toujours dit que ce qu'on voulait, c'était 2 chiffres après la virgule. Donc on va peut-être pas en rajouter trop non plus, d'accord? Si on avait fait la moyenne arithmétique, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? C'est quoi faire la moyenne arithmétique? Oui? Comment? Vous voulez que ce soit quoi? Un taux moyen annuel de variation. Un taux de variation, c'est un pourcentage. Non mais... Un pourcentage, c'est 2 zéros après la virgule. Ok. Ça fait 0,1490, je ne sais pas quoi vous répondre. Non mais, franchement, je vais vous le dire. Moi, je ne peux pas vous expliquer la différence entre des pourcentages et pas des pourcentages. On m'a dit que entre la première, entre la seconde et la terminale, et même entre la troisième et la terminale, les pourcentages, on les a fait 5 fois en mathématiques et en économie. Je n'ai pas prétention de penser que si vous arrivez ici et que vous savez toujours pas ce que c'est un pourcentage, je n'ai pas la prétention pour vous expliquer la 6e fois que vous compreniez. Je n'ai pas cette prétention. Je pense que c'est à vous de reprendre ça et d'y réfléchir. Mais moi, il y a un moment où je dois avancer. Sinon, surtout que ça ne sert à rien, en fait. Oui? Est-ce que c'est possible de... Ah, ça c'est bien. Ça, je peux le faire, ouais. Comment on fait? Zoomer, c'est où? Ah, vous êtes vachement bon, là. Et oui, bien sûr. Ah, mais c'est... Ah! D'accord? Donc, ce que je fais quand on veut calculer ce 0,1490, on a beau zoomer, c'est toujours en petit, c'est G7 divisé par 100 à la puissance 0,2 moins 1. C'est bon? On termine cet exercice avant la pause. Si vous faites la moyenne arithmétique, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une moyenne arithmétique? On additionne tous les taux de croissance, exactement, et on divise par le nombre de taux de croissance. Ça fait combien ça? Ça fait 3,75, 3,76, 3,97, moins 3,14. « 0,83 divisé par 5. Ça fait donc 0,...
les deux sont différents parce que les taux de croissance ne s'additionnent pas. Ce sont les coefficients multiplicateurs qui se cumulent. Ok. Donc, évidemment, les deux résultats sont différents parce que ce n'est pas la bonne manière de faire. Dernière question. Quel niveau de PIB pourrait-on anticiper en 2014 ? Vous pouvez prendre le PIB de 2013 et le multiplier par quoi? Par l'évolution moyenne sur la période que vous avez. Donc, en moyenne, ça a augmenté de 1,0, combien on avait trouvé? 45,90, c'est ça? En 14,90. D'accord? Donc, j'ai bien compté, hein. Ça fait 0,14%. 0,1490%. Donc c'est multiplié par un coefficient 1,01490. C'est-à-dire que dalle. Donc pour trouver le PIB 2014, il suffit de prendre le PIB 2013. Combien vaut le PIB 2013? On l'a calculé. Et le multiplier par ce taux de croissance moyen. Les intérêts et les limites de ce type de calcul. On a utilisé le taux de croissance historique moyen. Le taux de croissance historique moyen. Mais on voit bien que ce taux de croissance historique moyen, il a été calculé en tenant compte notamment de la crise de 2008. Et donc certainement qu'il sous-estime la véritable croissance. Donc peut-être qu'il serait plus juste de prendre le PIB 2013 et de dire en fait ce qu'il faut que je mette, c'est de multiplier par 1 plus la variation, le taux de croissance entre 2012 et 2013, en se disant que entre 2013 et 2012, pardon, c'était comme ça, en se disant que la croissance entre 2012 et 2013, entre 2013 et 2014, elle va plus ressembler à la croissance entre 2012 et 2013 que la croissance moyenne qui incorpore la crise économique. D'accord? Mais le TVAM, il est là pour dégager une tendance de long terme. Donc c'était la réponse attendue, mais elle n'est pas totalement satisfaisante parce qu'il y a des variations dans le PIB de l'année. Il y a eu cette crise économique qui fait que ce n'est pas la tendance de long terme. Donc peut-être que de manière alternative, il est plus pertinent de prendre le taux de croissance entre 2012 et 2013. Ça donne quoi sur Excel? Et je termine là. D'accord? Si vous voulez l'avoir, ce PIB, je le mets là. Faites quoi comme opération? Vous prenez le PIB 2014, qui est ici, d'accord? Le PIB 2014, il est ici. Donc c'est G10, et vous multipliez par quoi? Par 1 plus le taux moyen. D'accord? C'est ça l'opération qu'on fait. Et ça nous donne une estimation du PIB 2014, 1982,59. On est OK? Bon, je vous propose qu'on fasse 7 minutes de pause, et après on fait les deux exercices dans la foulée. Ah non, ça marche, ok. Bon, c'est bien, c'est bien. Non, parce que là, je tente une nouvelle expérience. J'enregistre avec le micro cravate, là, d'accord? Et ce matin, j'ai passé 1h15 de mon temps, et j'ai des trucs vachement intéressants dans ma vie, à commander du matériel pour essayer de brancher mon micro là-dessus. Celui-là, en sortie. Donc, mon espoir, c'est de n'avoir qu'un seul micro. Parce que je me suis acheté aussi des Bitonio qui me permettent d'avoir un micro sans fil. Le problème. Donc là, émetteur, récepteur. Le problème,
c'est que tout à l'heure, quand je suis parti de mon bureau, j'ai oublié de prendre la rallonge, parce que du coup, ça multiplie les fils. J'ai oublié de prendre la rallonge. Du coup, c'est pour ça que là, je suis pas sans fil. D'accord? Mais sinon, après, j'aurai sans fil. Ça va être vachement bien. Si ça marche, au passage, je dis ça comme ça, c'est pour vous. C'est que quand je m'achète ce type de matériel, le matériel de connectique, je le paye de ma poche. Ça, je ne vais pas payer de ma poche. Ça, c'est des entreprises qui l'ont payé avec des budgets que j'ai. Ça coûte 300 €, ça. Bah, attendez. Ça, c'est du Asden. La même chose, chez Sony, c'est 1200 €. C'est du matériel correct. Là, c'est beaucoup moins cher. Et je pense que c'est pas mal. Il est pas mal. À voir, je les essaie. Bon, donc on y va. On continue. Suivant. Autre exercice. On y va. On nous demande, on a un tableau qui cumule les salaires. C'est des salaires. Et vous voyez que les salaires, c'est le salaire mensuel. C'est le salaire mensuel. 1550 €, c'est le salaire mensuel que vous avez gagné lors du trimestre 4. Sachant que le trimestre 4 compte 3 mois, comme tous les trimestres, ça veut dire qu'au trimestre 4, vous avez gagné 3 fois, de l'année 0, vous avez gagné 3 fois 1550, on est d'accord? Pour bien être clair sur le tableau. Parce que vous voyez, il y a un moment où je n'avais pas fait attention. Donc 1550, c'est le salaire mensuel moyen correspondant à chacun des trimestres. On est d'accord? La valeur du salaire mensuel de A. Ce salarié aura ainsi percé 1650 chaque mois du premier trimestre de l'année 1, 1700 le deuxième trimestre, etc. Le salaire est-il une variable de flux ou de stock? De flux, parce que vous gagnez votre salaire du 1er janvier, du 1er du mois jusqu'au 31 du mois. D'accord? Ça me suffit. Calculer l'évolution du salaire en glissement annuel du 4e trimestre de l'année N-1 au 4e trimestre de l'année N pour N égale 2 et N égale 3. Oh là là! Déjà, je sens que, compte tenu de la manière dont est posée la question, on va avoir du mal à y répondre. Donc j'y vais, je le fais là. On nous demande la variation en glissement, j'appelle ça VG, d'accord, du trimestre, du 4e trimestre, donc du T4, de l'année 2, d'accord, parce qu'on commence par nous dire c'est l'année 2, du T4 de l'année 2 par rapport au T4 de l'année combien? De l'année 1. C'est ça, on nous dit calculer l'évolution du salaire en glissement annuel du 4e trimestre de l'année N-1 au 4e trimestre de l'année N. Donc, on doit le faire pour l'année, c'est l'année N-1 au 4e trimestre de l'année N. Donc, on va bien comparer le salaire du 4e trimestre de l'année 2 au 4e trimestre de l'année 1. Donc, je mets variation en glissement du T4 de l'année 2 au T4 de l'année 1. Comment on peut faire pour ce calcul? C'est un taux de variation. Donc, on prend le T4 de l'année 2, 2060, d'accord? On le divise par le T4 de l'année 1, un an avant, donc c'est bien quelque chose qui se fait sur une variation de 1 an, donc c'est bien un glissement annuel, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un glissement annuel, parce qu'on compare bien des choses qui sont séparées de 1 an d'intervalle, et on fait ça moins 1, et on trouve combien? On trouve 13,19%. Très bien. Ensuite, on nous dit de faire la même chose pour la variation en glissement du T4 de l'année 3 divisé par le T4 par rapport au T4 de l'année 2. On est OK? Donc vous êtes d'accord avec mes notations? Je pense que les notations sont importantes. On compare bien le T4 de l'année 3 au T4 de l'année 2, et donc il y a bien un an d'intervalle. C'est bien du glissement. Donc là, on va comparer 2220
ok, 2220, on va le comparer à 2060, et on enlève 1 pour que ce soit un taux de variation, pour que ce soit un pourcentage. Ça nous fait 7,77%. C'est ça, hein? Je trouvais ça bon. Bon, pour une fois, je ne me suis pas trompé. Ça tombe bien. Ok? Ça va cette question? Donc là, on a bien calculé en glissement annuel. Donc on a bien fait glisser les choses du 4e trimestre au 4e trimestre. On aurait pu faire la même chose du 3e trimestre au 3e trimestre. C'est l'idée qu'on va glisser comme ça, de trimestre en trimestre, en comparant un an avant. Ok? Donc on a répondu à la question 1. On est allé vite. Question 2. Calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel entre l'année 1 et l'année 2, et puis entre l'année 2 et l'année 3. On veut calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel. Oui? Non mais, ça c'est ma notation. Il n'y a pas de code général. Vous voulez mettre un tiret? Le T4 de l'année 2, T4 de l'année 2, vous pouvez mettre un tiret ou une virgule. Vous trouveriez mieux de mettre un tiret. Très bien, c'est une bonne suggestion. Je l'accepte, faites-le. D'accord? Après, c'est une question d'écriture. D'accord? Oui? Mais non. On est d'accord que l'année n, c'est n égale 2, et je vais le comparer à l'année n-1. C'est-à-dire, je vais le comparer à l'année 1. Donc je réponds strictement à la question, me semble-t-il. Je compare bien le T4 de l'année n au T4 de l'année n-1. Donc je compare bien pour n égale 2, je compare bien l'année 2 à l'année 1. J'aurais pu le faire pour l'année 0, on ne me l'a pas demandé. Pour l'année 1, pour n égale 1, on ne me l'a pas demandé. Donc je réponds aux questions qu'on me pose, moi. D'accord? Donc vous voyez, je décale puisque c'est année n pour n-1. Question suivante. Moyenne annuelle, le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en gros, ce qu'on va demander, c'est, vous allez calculer combien on a gagné sur l'année 1. Votre salaire annuel sur l'année 1. Vous allez calculer combien on a gagné sur l'année 2. Le salaire annuel sur l'année 2. Et vous allez comparer ce que vous avez gagné sur l'année 1 par rapport à ce que vous avez comparé sur l'année 2. Puisque le salaire annuel sur l'année 1, c'est la moyenne des salaires mensuels multiplié par le nombre de mois dans l'année, 12. Donc, quand on nous demande de calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel, il faut bien lire ça en disant, ce qu'on nous demande en fait, c'est de calculer l'évolution du salaire d'une année sur l'autre, en tenant compte de tous les revenus, de tous les salaires sur la même année. D'accord? C'est pas évident ça. Enfin, oui? Mais quand on a calculé la moyenne annuelle, on va trouver un certain résultat. Si vous multipliez par 12, ça vous donnait le salaire annuel, on est d'accord? Non, pas approximativement, il y a 12 mois dans l'année. Ok, on va le faire et on va voir si vous comprenez mieux. Combien, c'est quoi le salaire moyen de l'année, puisqu'on nous demande entre l'année 1 et l'année 2. C'est quoi le salaire annuel moyen de l'année 1? C'est 1650, excusez-moi, plus, alors ça pourrait être 1650, ouais d'accord, alors x 3, mais bon c'est vraiment, puisqu'il y a 3 mois dans la première année, premier trimestre, plus 1700 multiplié par 3, plus 1750 multiplié par 3, plus 1820 multiplié par 3. Le tout divisé par 12, puisqu'il y a 12 mois. Ok? Vous êtes d'accord qu'on aurait pu aussi calculer ça de manière, sans faire le multiplier par 3 à chaque fois. On aurait pu faire 1650
plus 1700, plus 1750, plus 1820, divisé par combien? Divisé par 4, ça donne le même résultat. D'accord? Ça donne combien? Ça donne 1730. Le salaire annuel de l'année 1, le salaire annuel de l'année 1, c'est quoi? C'est 12 fois 1730. On est d'accord? Parce qu'il y a 12 mois dans l'année, vous avez 12 fiches de paye. Et c'est vrai pour toutes les années, tous les mois, tous les ans, il y a 12 mois dans l'année. D'accord? Donc, il y a un facteur 12 entre le W bar 1 et le W bar 2. Et le W1. Pour le W bar 2, vous pouvez faire le même calcul. D'accord? Je vous propose de ne pas trop vous fatiguer. On va le faire. 1860 plus 1860, 2 fois, plus 2010, plus 2060. Vous le divisez par 4. Vous trouvez combien? Très bien. 1947,5. Donc le salaire annuel de l'année 2, c'est 12 fois 1947,5. Ce qui donne 7790. Non, 7790 par 4. D'accord? Vous pouvez le calculer. Ok? Ça fait combien? 12 fois 194,5. Combien? 23 000? D'accord. Et là, le salaire annuel, c'était combien avec 1730? 20 720. Parfait. 20 320. 700 quoi? 20 760. Bon voilà, c'est corrigé. Vous voyez, on fait un gros pâté, comme ça on a l'impression que la réponse est juste. 20 760, c'est bien ça. Hein? Maintenant, on nous demande de combien le salaire a augmenté entre l'année 2 et l'année 1. D'accord? En moyenne annuelle. C'est ça, on nous demande un taux de variation. C'est quoi ce taux de variation? Bah, vous avez plusieurs manières de le calculer. Vous pouvez comparer le salaire moyen, qui valait 1947,5 en l'année 2, et 1730 l'année 1, et enlever 1. Vous allez trouver combien? Moi, je vais trouver 12,57%, c'est ça? Mais vous voyez bien que en faisant ça, je peux faire exactement le même calcul en multipliant par 12 en haut et en bas. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, calculer le taux de variation du salaire mensuel moyen sur l'année, calculer le taux de variation annuel du salaire mensuel moyen sur l'année, ou calculer le taux de variation du salaire annuel, c'est la même chose, puisqu'il y a juste un facteur 12 entre les deux. D'accord? Donc, vous pouvez le calculer soit à l'aide effectivement de la moyenne du salaire mensuel, soit vous pouvez le dire autrement en disant, mais finalement, c'est le salaire, ça a été votre salaire annuel. D'accord? Ça revient au même. On est OK? Ça ne vous pose pas de problème? Très bien. Mais ça va mieux en disant. Pour W bar 3, on trouve combien? 8000 combien? Ah. Non, mais le salaire annuel moyen. Non, mais pour l'année 3. Ah, moi, je trouve 2170. Il faut se mettre d'accord. Bon alors, s'il y a une majorité pour le 2170, c'est que ça doit être le bon résultat. Donc après, revérifiez votre calcul. Pour faire ça, j'ai fait exactement le même calcul. Donc je ne vais pas le refaire. D'accord? Donc on est d'accord que, ensuite, le salaire pour l'année 3, c'est 2170 multiplié par 12. C'est-à-dire, je ne sais pas combien ça fait. 26 040. C'est votre salaire annuel. D'accord? Donc maintenant, dans tout ce bazar qui est sur mon tableau, si je veux calculer la variation de l'année 3 par rapport à l'année 2, en moyenne annuelle, en moyenne annuelle du salaire mensuel, ça finit vraiment par me fatiguer. Qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez comparer 2170 à quoi? W bar 3, vous allez comparer à W bar 2. Et W bar 2, c'était 1947,5. Moins 1. Ça fait combien? Plus 12,11,42. Oui, c'est aussi ce que vous avez trouvé. Bon, pour une fois, on est d'accord sur ce qu'on a trouvé. D'accord? Ok? Donc, calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel, en l'espèce s'agissant d'une variable de flux, ça revient à calculer le taux de variation annuelle du salaire. On est OK? De la même manière, mademoiselle, je pourrais le multiplier par 12 en haut et en bas, et j'obtiens le même résultat. On est d'accord? C'est ça qui est important à comprendre. C'est que comme le 12, il s'applique pour toutes les années, il y a 12 mois dans toutes les années, ben le fait de le faire en moyenne annuelle du salaire mensuel, ou le fait de le faire en masse, en salaire annuel, c'est la même chose. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre dans l'exercice, c'est juste ce truc-là. Dernière question. Calculer le taux de variation annuel TVAM du salaire entre le 1er janvier on voit pas assez là, la vidéo. Parce que là, je suis pas assez mis en avant, la caméra est trop loin. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Et après, il faut que je regarde la caméra de temps en temps. Il faudra un éclairage, un maquilleur, etc. Alors, TVAM. Du salaire de A, du 1er janvier de l'année 1 jusqu'au 31 décembre de l'année 3. D'accord? Donc, quand on fait un TVAM, d'accord, vous avez le 1er janvier de l'année 1, vous avez le 31-12 de l'année 1, et puis immédiatement après, vous avez le 1er janvier de l'année 2. Et puis, le 1er janvier de l'année 3 jusqu'au 31-12 de l'année 3. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Combien y a-t-il de variations? Combien y a-t-il de variations? Il y a 3 variations. Il y a la variation entre l'année 1 et l'année 2, qu'on connaît. Une variation. Regardez nos données. On a les salaires de l'année 1, mais on est juste capable de calculer la variation entre l'année 1 et l'année 2. Puisqu'on n'a pas les données pour l'année 0. Donc ça, on oublie les années pour l'année 0, elles ne servent à rien. Et il y a une deuxième variation. Donc il n'y a que 2 variations. Il n'y a pas 3 variations. Pas évident. D'accord? Il faut le voir pour le croire. Parce que c'est une variable de flux. Donc, vous comparez tous les salaires. Combien on a reçu de salaire l'année 1? Combien? On l'avait calculé. Vous me l'aviez donné tout à l'heure. C'était combien le salaire de l'année 1? Non, mais en total. 20 760. L'année 2, on a gagné combien? 670. Et l'année 3, on a gagné combien? 26 040. C'est ça? Ok. Là, ça a augmenté de combien? On l'avait calculé. De 12,57%. Et là, ça a augmenté de 11,42. 11,42. D'accord? Le TVAM, c'est quoi? C'est 1 plus 12,57%, question multiplicateur, 1,1257, multiplié par 1 plus 11,42%, d'accord? Je prends quoi? Je le mets à la puissance 1,5,
Je prends la racine et j'enlève 1. J'ai deux variations. Je le mets à la puissance 1,5. Mettre à la puissance 1,5, c'est prendre la racine. On est d'accord? Donc ça fait combien? Plus 12%. D'accord? Moi, je lis l'énoncé. Calculer le taux de variation annuel moyen du salaire de A entre le 1er janvier 2001 et le 31/12/2003. Je pense que la réponse est celle-là. C'est pas ça le 12%? C'est faux le calcul? Oui, allez-y, oui. Vous avez raison, et c'est peut-être la subtilité de la question. Il me semble, personnellement, que la question n'est pas très bien posée. La bonne manière d'y répondre, c'est entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003. Donc, pour moi, l'histoire, elle commence là. Elle ne commence pas avant. Donc, je regarde de combien a augmenté le salaire en moyenne depuis ce temps-là. Et donc, jamais je n'exploite cette donnée. D'accord? C'est la réponse que j'ai choisi de donner. Vous me dites, mais non, mais peut-être on aurait dû tenir compte de ce qui a augmenté avant. Mais dans ce cas-là, on n'aurait pas dit calculer le taux de variation annuel moyen du salaire de A entre le 1er janvier. On aurait dit entre le 30 octobre de l'année 0 et le 31/12 de l'année 3. Et ça aurait été une réponse un peu différente. Moi, je lis le taux de variation annuel moyen du salaire de A et c'est bien le salaire de A entre le 1er janvier et le 31/12 2003. Si je vous dis calculer le taux de variation annuel moyen du PIB entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, vous n'allez pas regarder ce qui s'est passé entre 2014 et 2015. Vous allez regarder ce qui s'est passé entre 2015 et 2014. D'accord? Donc à aucun moment je vais exploiter cette information. Et je pense que c'est la bonne manière de répondre à la question. Sinon, une manière alternative de répondre à la question, une autre interprétation de la réponse, nous amènerait sur des choses un peu compliquées et, à mon avis, qui ne vous éclaireraient pas davantage. Moi, je lis taux de variation annuel moyen du salaire de A entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2003. Pour moi, ça revient à comparer les salaires annuels. Donc, il n'y a pas d'autre réponse que celle-là. OK? Enfin, oui? Pourquoi je l'appelle quoi? Mais c'est ce que j'ai fait. 1,1257, c'est bien le coefficient multiplicateur de l'année 2 par rapport à l'année 1. Ça, c'est bien le coefficient multiplicateur de l'année 3 par rapport à l'année 2. Vous, ce que vous auriez fait, c'est vous auriez pris le premier salaire, 1650, d'accord? Vous auriez pris le dernier salaire, 2220, et vous auriez divisé par combien? Si vous faites ça, vous faites 2220 divisé par 1650, divisé par 1650, d'accord? Ok? C'est ça que vous voulez faire? Moins 1. Mais attendez, vous voulez un truc moyen, donc vous divisez par quoi? Vous mettez à la puissance combien? À la puissance combien? 1/12e? 1/12e? Il y a combien de mois entre le 1er janvier sur 2 ans? Sur 2 ans, sur 3 ans, il y en a 36. Mais attention, il n'y a que 35 variations.
Donc, il faudrait le mettre, si vous voulez faire ça, c'est une autre manière de répondre à la question, il faudrait mettre non pas 12 divisé par 36 ou 36 divisé par 12, mais 35 divisé par 12. Franchement, je pense que la réponse à cette question, cette manière de faire est beaucoup trop compliquée et pas intéressante. Quand on demande à quelqu'un de combien a augmenté votre salaire depuis 2 ans, il regarde, depuis 3 ans, dans les 3 dernières années, il regarde combien il a gagné la première année, combien il a gagné la dernière année, et il fait la moyenne, d'accord? Donc je pense que c'est la bonne manière de répondre. Oui? C'est exactement ce que j'ai fait. Ça revient à faire le W3 annuel divisé par le W1 annuel à la puissance 1,5 moins 1. Ok. Allez. 19 minutes pour faire l'exercice. Bah, le suivant. Bien sûr, c'est possible. On nous donne, dans cet exercice, on nous donne les chômeurs à la fin de chaque trimestre. Donc, la fin du trimestre 1, c'est le 31 mars. La fin du trimestre 2, c'est le 30-06. 30-09 et 31-12. D'accord? Et on nous donne, pour l'année 2012, l'année 2013, et pour l'année 2014, on l'a au 30 juin, mais on n'a pas les dernières valeurs. Ok? La variable est-elle un flux ou un stock? C'est un stock. Le chômage en 2012, c'est le chômage au 31 décembre 2012. D'accord? Quel sens aurait le calcul d'une moyenne annuelle des demandeurs d'emploi? Imaginez, on calculerait la moyenne annuelle des demandeurs d'emploi sur l'année, à la fin de chaque mois. Quel sens ça a? Ça n'a pas de sens. D'accord? Ça a un sens pour une variable de flux, mais pas pour une variable de stock. Pour une variable de flux, vous additionnez les mois, vous additionnez les variables, comme pour le salaire. Pour les chômeurs, vous n'allez pas additionner les chômeurs à la fin de chaque mois et les diviser par 12. Si vous voulez connaître le taux de chômage de l'année, vous regardez le chômage à la fin de l'année, le 31 décembre, parce que c'est une variable de stock. Lorsque cela est possible, calculez le taux de variation en glissement annuel. En glissement annuel. Donc glissement annuel, ça revient à faire quoi? Ça revient à comparer le premier trimestre de l'année 2013 au premier trimestre de l'année 2012. Donc c'est comparer colonne à colonne, ligne à ligne, comme ça. D'accord? C'est ça, c'est calculer le taux de variation en glissement annuel. D'accord? Calculer le taux de variation en glissement annuel. Donc, le taux de variation en glissement annuel entre le T1 de l'année 2013, vous voyez, j'ai mis un tiret comme l'a indiqué votre caméra, et le T1 de l'année 2012, ça revient juste à faire 4734,8, le diviser par 4311,3 et lui enlever 1. D'accord? Je viens de calculer la variation de glissement. Ok? Vous pouvez le faire pour quelle valeur? Ce glissement annuel, vous ne pouvez pas le faire pour l'année 2012 parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé en 2011. D'accord? Donc évidemment, pour la première colonne, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire pour l'année 2013, en comparant au trimestre précédent, et puis pour les 2 premiers trimestres de l'année 2014. On est OK? Donc, calculer le taux de variation en glissement annuel, eh bien, il faut calculer tout ça. Donc, je l'ai fait ici, pour le T1 2013 par rapport au T1 2012. OK? Si on veut le faire, oui? Comment?
Ah bah ça, il faut venir au cours, mademoiselle, de temps en temps. La variation de glissement, ça revient à comparer le premier trimestre d'une année au premier trimestre de l'année précédente. Et on fait glisser de cette manière-là. Donc je vais calculer un taux de variation, je vais calculer ce qui s'est passé entre le premier trimestre de l'année 2013 et le premier trimestre de l'année 2014. Vous voyez que quand je compare le dernier trimestre de l'année 2013 au dernier trimestre de l'année 2012, qu'est-ce que je calcule en fait? Je calcule la variation annuelle du chômage. Parce que je vais calculer sur l'année civile. Je vais comparer le 31-12-2013 au 31-12-2012. Donc dans ce cas-là, je calcule un taux de variation annuel pour le dernier trimestre. Mais en glissement, ça veut dire que je le fais trimestre par trimestre sans tenir compte du fait qu'il y a quelque chose qu'on appelle les années civiles et qui va du T1 au T4. Je fais une année qui va du T1 au T1, qui incorpore le T2, le T3, le T4 et le T1. 4 variations. D'accord? Donc c'est ce que je fais là. Comment je le fais? On peut le faire sur Excel. Comme je sais que vous adorez Excel. Bon, ça on va me réduire. Ou plutôt on va me déplacer là, d'accord? Et on va mettre une loupe plus grosse. Les données, elles sont là. C'est les données. Je les ai recopiées. D'accord? C'est l'exercice 5. C'est les données. Le taux de variation en glissement annuel. Qu'est-ce que je fais? Je regarde par exemple cette case. Je vais comparer 4734,8 à 4311,3. J'aurais bien comparé la situation sur un an, sur 4 trimestres. Donc, je fais C17, d'accord, divisé par B17, moins 1. J'obtiens 9,82%. Si je le fais pour le trimestre suivant, je fais le même calcul en glissement. Donc, je vais faire C18 divisé par B18 moins 1. D'accord? Donc je vais calculer en glissement. Je peux ici, je n'ai pas besoin de mettre de dollars, puisque à chaque fois je compare cette colonne à cette colonne. Cette colonne à cette colonne. Donc la formule que j'ai mis ici, je peux la recopier sans mettre de symbole dollar. D'accord? Ok? Donc le résultat, il est dans le tableau Excel. C'est juste? On n'a pas besoin de mettre de dollars, c'est important, parce qu'on a comparé colonne à colonne. C'est comme ça qu'ont été présentées les données. Pour les autres, on n'est pas capable de le remplir parce qu'on ne connaît pas ce qui se passait l'année précédente. Ok. Je continue. Comment? Est-ce que je peux quoi? Non mais là, il faudrait que vous mettiez au premier rang, mademoiselle, c'est parce que vous êtes un peu myope. D'accord? C'est bon? Ok. Donc maintenant que j'ai agrandi, je passe à autre chose. À la question suivante. Les données permettent-elles de déterminer le taux de variation annuel du nombre de demandeurs d'emploi sur une année calendaire? Réponse. Ben, vous voyez que en comparant le taux de chômage, le nombre de chômeurs au 31 décembre 2013 au 31 décembre 2012, j'ai bien la variation annuelle du chômage entre l'année 2013 et l'année 2012. La variation annuelle du chômage, en fait, au cours de l'année 2013, puisque le 31 décembre 2012, c'est rien d'autre que le 1er janvier 2013, à quelques secondes près. Donc, quand je calcule ma moyenne en glissement, d'accord, il se trouve que quand je le fais pour le dernier trimestre, je calcule bien le taux de variation annuel du nombre de demandeurs d'emploi sur une année calendaire, c'est-à-dire sur une année civile, ok? Parce que c'est une variable de flux. Donc je le fais. Si oui, quel est ce taux et sur quelle année? Donc ce taux, c'est la variation annuelle entre 13 et 12, d'accord? C'est égal à quoi? C'est égal à 4906,3 divisé par
4627,5 moins 1. Ça donne combien ça? 6,05. 0,03. On l'a dans le tableau Excel. D'accord? Donc je peux le calculer. Question 3. Pour chaque trimestre de l'année 2013, calculer le taux de variance annualisé, le taux de variation annualisé. C'est-à-dire, IE, ça veut dire c'est-à-dire, le taux de variation trimestrielle en rythme annuel de la variable en pourcentage. Ok, donc ça on l'a fait. Hein. Ça c'est bon, on l'a fait, c'est voir Excel. Je mettrai le fichier Excel sur le truc de l'université, sur le pays. Ok. Pour chaque trimestre de l'année 2013, calculer le taux de variation annualisé, c'est-à-dire le taux de variation trimestrielle en rythme annuel de la variable en pourcent. Oh là là là. Donc on nous demande un taux de variation annualisé. Vous voyez que pour l'année 2013, vous êtes capable de dire que de combien a cru le chômage le premier trimestre de l'année 2013. Le premier trimestre de l'année 2013, c'est une variation trimestrielle annualisée de T1 2013. Et bien, vous comparez la situation au 1er janvier 2013, la situation au 30 mars 2013. C'est 4734,8 chômeurs. Vous la comparez à quoi? Vous la comparez à la situation au 1er janvier 2013. Elle est où la situation au 1er janvier 2013? Elle est là. Parce que la situation au 1er janvier 2013, c'est la situation au 31 décembre. D'accord? Il n'y a pas de gens qui ont été licenciés entre 23h59 et minuit 1. Donc, vous le comparez à 4627,5. Ceci, ça vous donne? Oui, il y a un problème? Mais tout à l'heure, par rapport au salaire, vous avez dit qu'il ne fallait pas prendre celui de l'année précédente. Là, vous dites que c'est 2012. Le salaire est une variable de flux. Ici, nous sommes avec un stock. Donc, quand je dis de combien a cru le salaire, le chômage au cours du semestre 2013, ça a un sens. Si vous comparez la situation au 1er janvier à la situation au 31 mars, quand je vous demande de combien a cru le salaire sur le trimestre, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. D'accord? Parce que c'est une variable de flux. Ici, c'est une variable de stock. Donc je compare bien la situation au 1er janvier à la situation au 31 mars. D'accord? Mais cette variation, c'est une variation qui est trimestrielle. Et ce que je veux, c'est l'annualiser. Donc elle a lieu que sur 3 mois. Et 3 mois, ça représente quoi? Ça représente un quart de l'année. Donc si je veux l'annualiser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le mette à la puissance 4. Pourquoi? Parce que quand je dis annualiser, c'est pour dire que cette variation qui n'a lieu que sur 3 mois, je fais comme si je la prolongeais sur 1 an. Pour avoir une base qui soit une base annuelle. Parce qu'un taux de variation dépend du temps qui s'écoule. Donc ici, c'est que 3 mois. Donc si je veux le faire de manière annualisée, il faut systématiquement que je le mette à la puissance 4. Parce que dans l'année, il y a 4 trimestres. Et donc, quand on dit annualisé, regardez, c'est calculer le taux de variation annualisé. Il s'agit bien d'un taux de variation trimestriel, puisqu'on l'a calculé sur un trimestre, d'accord? Mais on veut le faire en rythme annuel. D'accord? On veut faire comme si ça se prolongeait. Donc, on va le mettre à la puissance 4. Parce que dans l'année, il y a 4 trimestres. Et donc, si cette évolution se reproduisait sur chacun des trimestres, ceci serait le taux de croissance annuel du chômage. Annuel entre le 1er janvier et le 31 décembre. Moins 1. D'accord? Ok? Et donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'on l'a mis à la puissance 4. D'accord? Sur Excel, ça donne quoi? Sur Excel, je cache au code board et je regarde, je l'ai fait sur Excel. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là. D'accord? Regardez comment j'ai fait.
je l'ai fait là. Regardez cette formule. J'ai fait C17. Alors le C17, on ne le voit plus, mais c'est le nombre de chômeurs au 31 mars, divisé par B20 à la puissance 4, moins 1. D'accord? Vous voyez bien que C17, c'est cette valeur, C17, divisé par B20 à la puissance 4, moins 1. Attention, cette cellule n'est pas recopiable. Parce que, au second trimestre, ce qu'il faut que je compare, c'est C18 par rapport à C17. Donc je ne peux pas recopier la cellule. D'accord? Parce que, au second trimestre, je compare bien la ligne du dessus avec la ligne du dessous. Donc je fais C18 divisé par C17 à la puissance 4, moins 1. Et donc ici, j'ai un taux de variation trimestrielle qui est exprimé de manière annualisée. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que le chômage sur l'année 2013, on sait qu'il a augmenté de 6,02%. D'accord? Il a augmenté de 6,02% sur l'ensemble de l'année. Mais vous voyez que cette évolution de 6,02%, eh ben, elle a été obtenue de trimestre en trimestre. Et vous voyez qu'au premier trimestre, le chômage a plus augmenté. Et après, la hausse a été moins faible, moins forte. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Les 6,02 qui sont au-dessus, qui sont là, c'est le rythme annuel de variation du chômage, du 1er janvier au 31 décembre. Mais ce que vous voyez, c'est qu'au cours du premier trimestre, ça a augmenté plus vite. Et ensuite, ça a augmenté moins vite, pour que finalement, ça augmente de 6,02%. C'est assez cohérent. D'accord? Dernière question. On est vachement bien, on est à l'heure. Ah, 4 minutes. 3 minutes pour la traiter. On va y arriver facilement. On ne connaît pas le nombre de demandeurs d'emploi au trimestre 3 et 4 de 2014. Parce que on est au cours de l'été et on ne connaît pas encore les chiffres. D'accord? Calculer l'acquis de variation. La technique de l'acquis de variation, ça consiste à faire comme si les 2 derniers trimestres allaient être comme le précédent. Vous remplacez les données manquantes par la dernière donnée connue. Donc, ça revient à faire comme si le chômage, ici, n'allait pas augmenter au cours des 2 derniers trimestres. C'est ça la technique de l'acquis de variation. Vous ne connaissez pas toutes les données, vous les remplacez par la dernière donnée connue. La dernière donnée connue, c'est 5043,2. D'accord? Mais ça, on est d'accord que ça revient à dire que le chômage ne va pas augmenter au cours des 2 derniers trimestres. On est d'accord? L'acquis de variation, c'est quoi? L'acquis de variation 2014 au 30/06/2014, ça consiste à faire comme si, en fait, le taux de chômage de 2014, le niveau du chômage en 2014, était celui qui était atteint le 30 juin. D'accord? On a remplacé, on a fait comme si la dernière donnée disponible, la dernière donnée disponible nous donnait les données à venir. Donc l'acquis de variation, c'est 5043,2 divisé par, c'est l'acquis de variation 2014. Donc on veut le comparer à quoi? On veut le comparer à la situation au 31 décembre 2013, divisé par 4906,3 moins 1. Ça donne pas de problème, on va finir. Ok, donc je parle au micro. On va finir. Ça nous donne combien ça? 2,80%. Cet acquis de variation, dernière question, constitue une estimation pertinente de la variation annuelle de la variable en 2014.
Non, pourquoi? Parce qu'on voit que le chômage, il n'arrête pas d'augmenter. Et donc, évidemment, en faisant ça, on fait comme si le chômage se stabilisait en 2014. Alors qu'il ne s'est jamais stabilisé avant, il a toujours augmenté. C'est ce qu'on a vu dans nos chiffres précédents. D'accord? Donc, la réponse, elle est non, parce que le chômage augmente. Donc peut-être que ce qui serait plus intelligent, c'est de faire quoi? Suggérer une estimation plus convaincante. Ça serait de dire, en fait, 2,8%, ça correspond à une multiplication de 1,028 sur 6 mois. D'accord? 1,028 sur 6 mois. Et dire que cette augmentation de 2,8% qu'on a eue sur 6 mois, et bien si vous voulez la mettre en rythme annuel, il faut la mettre comment? Il faut la mettre au carré, moins 1. Vous avez eu plus 2,8% de chômage entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014. Ben, ce que vous devriez vous dire, c'est que si ça a augmenté de 2,8% ici, bah peut-être que ça va commencer à augmenter sur le même rythme. Et donc dans ce cas-là, la variation, l'acquis de variation, ou la variation qui serait pertinente, ça serait de dire, mais non, attendez, ça ne va pas faire 2,8%, on a oublié 6 mois pendant lesquels ça va encore augmenter. Donc il faut prendre 1,028 au carré. D'accord? Et donc, c'est plutôt 5,6%. Ok? Parce que là, on est trop conservateur. Le chômage n'arrête pas d'augmenter et on fait comme s'il n'allait pas augmenter. Donc, jamais dans les médias, vous entendez les gens dire on va communiquer sur l'acquis de variation du chômage. Il n'y a que François Hollande qui a fait ça. Et vous avez vu où ça l'a mené. Donc voilà. Donc merci pour votre attention. Et la semaine prochaine, on pourra commencer la DE du TD2. Oui. Donc la semaine prochaine, vous préparez les exercices, le début des exercices du TD2. Vous êtes d'accord? Qui est sur le pays. Je mets tout ça sur ma chaîne YouTube. Peut-être mardi prochain.